Dans cette vidéo, on va voir quelques bonnes pratiques à mettre en œuvre lorsque on implémente un algorithme d'apprentissage et en particulier un réseau de neurones. Donc, comme on a vu auparavant, bon nombre d'algorithmes d'apprentissage, en particulier des réseaux de neurones, dépendent d'un algorithme de descente de gradient, c'est-à-dire un algorithme où les paramètres W de notre modèle sont appris de façon itérative. Donc, on a vu la descente de gradient stochastique ainsi que l'optimisation par batch. La différence entre les deux, c'est qu'à chaque itération K, ici, la descente de gradient stochastique va visiter les n données d'entraînement. Pour chaque donnée d'entraînement, on va calculer un gradient et mettre à jour les W. Donc, ce que ça veut dire, c'est si on a un réseau de neurones, par exemple, je vais le dessiner ici en haut. Donc, on a des données en entrée. Donc, un vecteur comme ça ici en entrée. C'est le vecteur X. Le vecteur rentre dans notre réseau de neurones qui a un certain nombre de couches. Ici, je vais en dessiner pour les fins de l'illustration, je vais mettre 3 couches ici. Évidemment, chaque couche a des neurones. Voilà. Et une sortie. Mettons une sortie à un neurone. Comme ça ici. Voilà. Et comme ça et comme ça. Ça veut dire qu'à chaque itération, qu'est-ce qui se passe? On fait un forward pass, comme on a vu en classe. Forward pass. Et ensuite, ça c'est la... Ah oui, j'ai oublié de mentionner ça. Ici, c'est la sortie YW de mon réseau. Et YW est donné à une loss ici. Donc, une fonction de coût. Et basé sur la fonction de coût, je dois calculer les gradients par rapport à tous les paramètres. Donc, je dois faire une backward pass pour calculer la dérivée de ma fonction de coût par rapport à chaque paramètre de mon modèle. Donc, ça veut dire que cette procédure-là, chaque fois qu'il y a une entrée X1 qui arrive, je vais calculer Y associé à X1, je vais calculer la loss, et ensuite faire la backpropagation et mettre à jour les paramètres. Ensuite, je vais prendre X2, faire la forward pass, calculer la loss, le gradient de la loss, faire la backpropagation, mettre à jour les paramètres. Donc, les paramètres sont mis à jour pour chaque donnée qui sont vues. L'optimisation bar batch, c'est un peu différent. C'est à chaque itération, je vais faire un forward pass. Et là, ici, qu'est-ce que ça nous dit? Ça suggère la chose suivante. Ça suggère qu'on fait un forward pass une forward pass par donnée, une backward pass par donnée, mais je garde les gradients en mémoire et j'en fais la somme pour ensuite mettre à jour les W une seule fois. Or, il apparaît, comme on va le voir dans le cours en classe, il apparaît qu'une stratégie comme celle-ci, où à chaque donnée X qui arrive en entrée, je fais un forward pass et un backward pass, c'est très peu efficace. Ce qui est beaucoup plus souvent privilégié pour des raisons d'efficacité et surtout de rapidité, c'est de faire la chose suivante. Donc, au lieu d'avoir une seule donnée ici, qui serait, mettons, X1, ben, on va mettre plusieurs données ensemble. C'est ici. X1, X2, X2, X3. OK, on va mettre plusieurs données ici comme ça en entrée. On va les mettre ensemble. Et ça va nous faire une matrice que je vais appeler grand X. Donc, cette matrice-là a autant de colonnes qu'il y a de données ici qui a été mis dedans. Et il y a autant de lignes qu'il y a de dimensions à mes données. Donc, et là, on va passer ça à travers le réseau. On va voir en classe plus en détail qu'est-ce que ça, en quoi ça consiste. Et là, ici en sortie, au lieu d'avoir, je vais juste redessiner ça ici, au lieu d'avoir une seule sortie ici pour une seule prédiction pour une donnée, ben je vais avoir une seule prédiction pour une donnée. Ici, ça serait une prédiction, mais je vais avoir, si j'avais 3 données dans ma matrice X, ben je vais avoir 3 prédictions ici. Donc, Y
va contenir 3 prédictions. Donc, j'arrive à mettre en place une matrice en entrée, non pas un vecteur, et en sortie, au lieu d'avoir une seule sortie, j'ai 3 sorties, donc un vecteur de sortie. Donc, ça, c'est beaucoup plus efficace pour des raisons qu'on va voir en classe. Cette chose-là ici, là, mettre ensemble, concaténer des données ensemble, on appelle ça, ça porte un nom, ça s'appelle un batch, un mini batch. Évidemment, si je mets toutes les données dans mon toutes les données de l'ensemble d'entraînement dans X, ben mon mini batch devient un batch tout court. Le batch tout court, ça pourrait donc permettre d'implémenter l'algorithme qui est ici en bas à droite. Le problème, c'est la quantité de mémoire que ça requiert. Donc, on va faire des calculs en classe sur combien de mémoire on a besoin pour stocker un réseau de neurones et entraîner un réseau de neurones. Mais très rapidement, on constate que quand on a des données, par exemple des images issues d'une grande base de données, une base de données très connue, c'est celle d'ImageNet qui possède 1,5 million d'images couleurs, ben c'est comme rigoureusement impossible de stocker en mémoire 1,5 million d'images, plus toutes les sorties des neurones pour tous ces millions d'images-là ici, tout d'un coup. Donc c'est pour ça que on va utiliser plutôt des mini-batchs. Donc l'algorithme par mini-batch, c'est un algorithme comme celui-ci où à chaque itération, on va sélectionner un certain nombre de données, ce qu'on va appeler un batch, puis le nombre de batchs va être stocké dans une variable qui s'appelle souvent MBS ou mini batch size. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un forward pass pour toutes les données dans la mini batch, une backward pass pour toutes ces données dans la mini batch, on fait la somme des gradients et on met à jour les W. Donc, et lorsqu'on a fini, on appelle ça un epoch. Donc, un epoch, c'est lorsque toutes les données de la base de données d'entraînement ont été traitées et mises à jour et qu'une itération a été faite. Donc, la différence entre une descente de gradient stochastique et puis une optimisation par mini-batch, c'est que la descente de gradient stochastique va créer un certain zigzag dans l'espace des paramètres. Donc, au lieu de descendre comme ça ici, de façon gracieuse et régulière, le fait que je prenne un sous-ensemble, parce que ce gradient-là ici, okay, si j'avais voulu avoir exactement ce gradient-là ici, ça m'aurait pris mathématiquement une très 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 grande quantité de données pour approximer ce gradient-là. Ben, si j'ai pris juste une donnée, je vais avoir une valeur approximative de ce gradient, plus ou moins une erreur. Et là, c'est ça qu'on voit que l'approximation est imparfaite. Ici, ben, ça nous donne une approximation qui est un peu meilleure. Et si j'avais pris toutes les données de l'ensemble d'entraînement, ben là, ça m'aurait probablement donné quelque chose comme ça ici. Le seul problème, c'est que même si ça fait une descente qui est plus régulière, le coût en mémoire et en temps de calcul pour calculer un batch complet est tellement élevé que personne ne fait ça. Donc, une autre considération qu'on doit garder en tête lorsqu'on travaille avec des réseaux de neurones, c'est comment les initialiser. Donc, on a un certain nombre de paramètres dans notre réseau de neurones et on sait comment les mettre à jour, mais on doit quand même partir d'un point de départ. Et cette question-là, bien qu'elle a l'air triviale, ne l'est pas du tout quand on commence à s'y arrêter. Donc, une première idée qui n'est pas mentionnée ici, ça serait de mettre tous les W, tous les paramètres à 0. Donc, en fait, faire ça, c'est une très mauvaise idée. On va voir pour plusieurs raisons, mais on verra tout à l'heure une des raisons pour laquelle on doit jamais faire ça, de mettre 0 dans W. Mais je vous laisse y penser un peu, surtout quand on considère le type de fonctions d'activation qui sont utilisées, une sigmoïde, une tangente hyperbolique. Faut pas oublier que chaque neurone, c'est quoi? C'est un W transpose, vous voyez que c'est un produit scalaire c'est un produit scalaire que je donne à manger à une fonction d'activation. Ben, si ça ici, c'est égal à 0, ça veut donc dire que ce que je donne à ma fonction d'activation pour tous mes neurones, c'est 0. Alors, je vous laisse considérer qu'est-ce qui arrive quand on fait une forward pass et une rétropropagation quand les W sont initialisés à 0. Mais revenons à
la page courante. Donc ici, une des choses que la plupart des gens vont faire, donc ils vont pas initialiser à 0, c'est initialiser à des valeurs aléatoires. Donc par exemple, on pourrait prendre la IM couche et se dire, ben on va créer une matrice qui possède un certain nombre de couches HI et HI-1. Donc ça c'est la IM couche, ça c'est le nombre de neurones dans la couche I et ça c'est le nombre de neurones dans la couche I-1. Donc ça nous donne des valeurs qui seraient en gros aléatoires entre -1 et 1. Et en général, on va multiplier par 0.01 pour que les valeurs de W ne soient pas trop élevées. Donc, ça fonctionne bien pour de petits réseaux de neurones qui sont pas trop profonds. Donc, pendant des années, dans les années 80-90, c'est pas mal ce que les gens faisaient sans trop se poser de questions. Mais au fur et à mesure que l'électronique s'est améliorée, les cartes graphiques sont devenues plus performantes et surtout que la mémoire a permis d'avoir, les quantités de mémoire et quantités de données ont permis d'avoir des réseaux de neurones de plus en plus profonds. On s'est rendu compte que d'initialiser un réseau comme celui-là pouvait amener un certain lot de problèmes. Et en fait, les solutions sont arrivées à peine il y a à peine quelques années, dans les années 2010-2015 environ. Alors, pour se convaincre qu'il y a un certain problème à initialiser un réseau de neurones de cette façon, on va prendre un cas de figure. C'est un réseau à 10 couches cachées, avec 500 neurones par couche, avec une tangente hyperbolique ici, comme fonction d'activation. Donc, qu'est-ce qui arrive dans un cas comme celui-ci? Ben, déjà, avant de vous donner les résultats de façon plus précise, on va revenir sur ce qu'est une tangente hyperbolique et quelles en sont les conséquences. Donc, une tangente hyperbolique, c'est la fonction que voici, qui prend, donc la tangente hyperbolique, c'est une fonction qui prend un réel et le convertit en une valeur entre -1 et +1. Et à l'origine, donc tangente hyperbolique de 0, donc à l'origine, ça retourne 0. Alors si, qu'est-ce qui arrive si j'ai un neurone? Donc imaginez que j'ai un réseau de neurones. Je vais donc illustrer un vecteur d'entrée ici. OK, ça c'est mon vecteur d'entrée. J'ai un certain nombre de couches cachées. Voilà, donc je vais en mettre 3 pour des fins d'illustration. Et j'ai, mettons, un neurone de sortie. Donc, voilà, ça rentre ici. Ça rentre là. Ça rentre ici. Et là, chaque couche a des neurones. Chaque couche a des neurones. Ici encore. Et voilà. Et là, évidemment, chaque neurone de chaque couche est connecté à tous les neurones de la couche précédente. Donc, tous les neurones de la dernière couche sont connectés sur le neurone de sortie. Ça, c'est le neurone de sortie. Et ici, on a la sortie. Donc, prenons par exemple, ici, je vais prendre, par exemple, un neurone. Ici, lui, là. On va en prendre un au hasard dans la première couche. Donc, ce premier neurone-là ici, qu'est-ce qu'il va me retourner? Ben, il va me retourner la tangente hyperbolique d'un vecteur de paramètres t, produit scalaire, avec le vecteur d'entrée x. Bon, si j'initialise au hasard les paramètres w, je vous rappelle si on les avait initialisés avec une fonction comme celle-ci, ça me donnerait des valeurs qui sont en gros entre, donc suite à l'initialisation, je vais l'écrire ici en haut, donc init me dit que chaque paramètre wi possède une valeur qui, en gros, là, approximativement, va entre -0.01 et +0.01. Et on va supposer que le vecteur ici en entrée, encore là, c'est une règle du pouce, mais on va dire que c'est des valeurs entre 0 et 100. Par exemple, x on pourrait dire c'est l'âge d'une personne, par exemple, en moyenne. Donc, c'est entre 0 et 100, ou ça pourrait être c'est l'ordre de grandeur là, qui nous intéresse. Évidemment, on pourrait avoir des entrées dont l'ordre de grandeur est plus faible ou plus grande, mais mettons qu'on prend un ordre de grandeur de 0 à 100. Des images, ça serait de 0 à 255, mais prenons l'ordre de grandeur 0 à 100.
Donc, qu'est-ce qu'on a? On a donc cette chose-là ici, où je viens faire un produit scalaire entre des valeurs qui sont entre 0 et 100, et ici des valeurs qui sont entre moins 0.01 et plus 0.01. Donc, le résultat de ça, c'est des valeurs qui seraient, je dirais, dans l'ordre de, approximativement, dans l'ordre de moins 1 à plus 1. Approximativement, là. Okay? C'est approximativement de moins 1 à plus 1. Mais ici, moins 1, il est là. Il est ici, là. Et moins 1 est là pour une tangente hyperbolique. Donc, moins 1, ça me retourne une valeur ici, et plus 1 me retourne une valeur qui est environ là, là. Donc, c'est environ, on pourrait dire, moins 0.75 à plus 0.75. Ça veut dire que la sortie de ici, c'est de l'ordre de moins 0.75 à plus 0.75. Alors, prenons un autre neurone, mettons le neurone ici, de la deuxième couche. Ça, c'est la couche 1. Alors, un neurone de la couche 2, qu'est-ce qu'il va avoir? Ben, lui, il va avoir en entrée tangente hyperbolique, encore là, d'un certain vecteur W de paramètres. Alors, ici, je ne l'ai pas précisé, là, mais c'est W de la couche 0, puis ça sera un certain vecteur de la couche 1. On comprend que c'est pas les mêmes W, évidemment. Et là, on a en entrée un certain vecteur X qui est en fait la sortie de la couche précédente. Donc, je vais appeler ça X1 aussi. Et là, bien sûr, X1, ici, a des valeurs qui vont de moins 0.75 à plus 0.75, alors que les W, eux autres, ont des valeurs qui vont de moins 0.01 à plus 0.01. Donc, ça veut dire que environ, en sortie de ça, les données vont à peu près être autour de, et là, ça devient très petit, moins 0.001 environ et jusqu'à 0.01 environ. OK? Peut-être de l'ordre de là. Ça pourrait être un peu plus élevé ou un peu plus faible, mais environ dans cet ordre-là, 0.01. Donc, 0.01, là, on est rendu, si je reviens sur le graphique de la tangente hyperbolique, ça, c'est 0.5. 0.01, là, on est rendu très proche ici. Donc, ça s'en vient. En gros, la tangente hyperbolique ici vient mapper vers des valeurs qui sont... c'est quasiment linéaire à l'origine. Donc, ça veut dire qu'il va sortir d'ici, là, c'est des valeurs qui sont très faibles et très proches de 0. Et si je continue ça jusqu'à la fin, ben en fait, je vais avoir ce qui va sortir de ma tangente hyperbolique pour la couche 3, par exemple. Ça va être encore des valeurs, ça va être la tangente hyperbolique de W2x2. Si je prends un neurone comme ça ici au hasard, ben ça va être encore des valeurs qui seront dans l'ordre de moins 0.01 à 0.01 et même peut-être un peu et même en fait plus faible et même encore plus faible que ça, là, ça serait peut-être même 0.001. Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans notre réseau, la sortie en moyenne, la sortie de mes tangentes hyperboliques sont centrées à 0, mais l'écart qui est entre les valeurs plus faibles et plus élevées se rétrécit d'une couche à l'autre. Et ça se rétrécit très rapidement. Donc, ça devient ni plus ni moins à la fin, ce qui sort des réseaux de chacun de mes neurones, c'est quasiment toutes des valeurs proches de 0. En fait, voici une illustration de notre réseau de neurones à 10 couches. Donc, la couche 1 jusqu'à la couche 10. Chaque couche a 500 neurones. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici l'histogramme pour la première couche de toutes les sorties. Donc, on a regardé les 500 neurones de la première couche et on a regardé quelle était la valeur en sortie de chacun de ces neurones. Donc, certains sont à 0, mais d'autres sont à... ça va en gros là, de à peu près de moins 1 jusqu'à plus 1.
ça donne une espèce de gaussienne autour de ça. Donc, en moyenne, c'est 0, mais avec une certaine variance. Donc, si je reviens en arrière, c'est à peu près ce cas de figure-là qu'on voit. Donc, en sortie de la première couche, les neurones me donnent des valeurs qui sont à peu près là, de -1 à +1. Ici, j'avais -0.75 à +0.75. Moins 0.75, c'est ici. 0.75, c'est là. Donc, ça marche à peu près. La sortie, la deuxième couche, ça ressemble plutôt à ça. Donc là, c'est des valeurs qui vont de, en gros, là, de -0.1 à +0.1. Et là, la troisième couche, ce sont carrément des valeurs qui sont à peu près tous agglutinées autour de 0, et ça jusqu'à la fin. Et ce graphique-là, ici, nous indique quoi? Ben, il nous dit, en moyenne, quelle est la valeur de la sortie des neurones de chacune des couches. Donc, en moyenne, on est à 0. Donc ça, c'est pas très surprenant. Par contre, quand on regarde l'écart type qu'on a, ben, au début, on a un écart type qui est assez grand. Qui est ça ici. L'écart type, c'est donné par l'étalement de ma gaussienne ici. Et là, on voit que l'écart type chute drastiquement dès la deuxième couche. Et ensuite, ça tombe à presque 0 très rapidement. Donc ça, c'est un problème, parce qu'on a initialisé nos valeurs, nos paramètres à des valeurs qui sont trop faibles. Et je vous invite à regarder peut-être de façon plus attentive. On pourra peut-être faire ça en classe aussi si vous le souhaitez, mais qu'est-ce qui arrive à la forward pass et à la rétropropagation quand tous les neurones d'une couche retournent littéralement à 0? Donc, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Je vous laisse y penser, mais probablement que le gradient pourrait en être très fortement affecté. Donc, une autre option, ça serait de se dire que finalement, au lieu de multiplier notre valeur aléatoire ici par 0.01, on pourrait la multiplier par 1. Donc, multiplier par 100 le poids des paramètres. Ben, si on fait ça, ben là, ça cause un autre problème. Je vous rappelle que si je reviens en arrière, voilà. Donc, ça, c'est ça, c'est la tangente hyperbolique. Ben, si la tangente hyperbolique reçoit en entrée, là, ici, c'était, qu'est-ce qui arrive si elle reçoit en entrée des valeurs trop faibles? Ben, la tangente hyperbolique, quand elle reçoit des valeurs trop faibles, elle va retourner ni plus ni moins 0. Par contre, si elle reçoit en entrée des valeurs trop élevées, donc trop positives ou trop négatives, ben, elle va retourner systématiquement toujours +1 ou -1. Et en fait, c'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que les neurones ont complètement saturé. Donc, dans la première couche, de la deuxième jusqu'à la dernière, les neurones retournent toutes des valeurs qui sont à -1 ou à +1, quasiment sans aucune différence. Et c'est là qu'on voit que l'écart type à chacune des couches de la sortie de tous les neurones est très élevé. Donc ça non plus, c'est pas très bien, c'est pas très bon. C'est ce que je dis ici, la sortie des neurones sature à +1 ou -1, ce qui est un problème. Donc, une idée qui a été proposée en 2010, donc ça a pris quand même un certain nombre d'années avant de trouver l'idée. On va faire la preuve au tableau, parce que ça a l'air comme ça un peu gratuit, mais en fait, c'est d'initialiser pour les paramètres de la ième couche, d'initialiser les paramètres de la ième couche avec la fonction random qui est ici, divisé par la racine carrée du nombre de neurones dans la couche précédente. Et en faisant ça, on vient de réduire grandement la quantité de bruit, l'influence, la variance, l'espérance mathématique du bruit. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc là, on voit que la sortie de chacune de mes couches ne sature plus à -1 ou à +1, ou ne finit pas à être concentré tout à 0, mais même au bout de la 10e couche, on voit un bon étalement des valeurs en sortie, et donc qui montre que notre réseau a des bonnes chances d'apprendre comme il faut. Donc ça, on va faire la preuve au tableau. Par contre, si on utilise la fonction d'activation relue, donc à la page précédente, ici on utilisait la tangente hyperbolique. Si on utilise relue, il y a des gens qui se sont rendus compte dans les années 2012-13 qu'il y avait un certain problème et qu'on faisait face en gros au même problème un peu que la tangente hyperbolique, à savoir que au fur et à mesure qu'on avançait dans notre réseau, on voit que la sortie de mes neurones finit par être à peu près toujours 0. Donc on voit ici au début qu'il y a beaucoup de zéros.
Donc ça, c'est normal parce que relu, toutes les valeurs négatives que relu reçoit en entrée, comme relu, c'est un maximum par rapport à zéro. Donc toutes ces valeurs-là ici sont forcées à zéro. Donc c'est normal d'avoir un grand pic ici, et un grand pic ici et une distribution ici de sortie de valeurs positives. Donc ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Par contre, on voit ici qu'il y a de plus en plus de valeurs négatives, de plus en plus de valeurs nulles et de moins en moins de valeurs positives. Et surtout pas des valeurs positives, fortement positives. Alors, la solution a été proposée tout récemment, donc en 2015, en ajoutant une division par deux. Pourquoi une division par deux? Ben parce qu'un relu, je vous rappelle ce qu'est un relu, hein, relu, Rectified Linear Unit, relu qui prend une valeur de x, donc qui convertit une valeur réelle en une valeur entre 0 et plus l'infini. Donc ça c'est x. Le relu, c'est une fonction comme ça ici, et ça c'est 0. Retourne 0 ici. Donc, en fait, tout ce qui est négatif est forcé à 0. Tout ce qui est positif, on fait rien. On retourne la valeur x sans la changer. Donc, en gros, l'axe des x a été divisé en deux. La partie négative, la partie positive. Et c'est pour ça ici qu'on divise par deux. Et si je divise par deux, si je divise le dénominateur par deux, ben, ça revient à booster le numérateur et donc à avoir des poids qui sont un petit peu plus élevés. Et on voit ici qu'avec des poids un peu plus élevés, même sur les couches un peu plus loin, on arrive quand même à avoir des valeurs qui sont pas toutes concentrées à zéro. Une autre chose qui est très importante à faire, c'est le pré-traitement des données, et ça pour à peu près n'importe quelle méthode en technique d'apprentissage. Et même en tout ce qui est analyse de données en général. Donc, voici par exemple une illustration où on aurait ici, par exemple, des points dans un espace 2D avec le long de l'axe des X l'âge d'une certaine population qu'on étudie, et en Y, ça pourrait être leur grandeur en millimètres, ou encore ça pourrait être aussi leur salaire. Ça pourrait être ici le salaire en milliers de dollars, là. Donc 75, 100 000, jusqu'à 200 000 dollars, par exemple. Ok. Donc l'idée que je veux montrer ici, c'est que visiblement l'échelle de grandeur en X est absolument pas le même que l'échelle de grandeur en Y, premièrement. Donc en Y, on a des valeurs qui, en gros, s'étalent sur de 0 à 200 environ, tandis qu'en Y, ce sont des valeurs qui s'étalent de à peu près 25 à 35. Là. En gros, notre population environ 25 à 35 ans, alors que les valeurs qu'on regarde en Y, on est un étalement qui est beaucoup plus grand. Donc, la conséquence de ça, c'est que la moyenne des données en X et en Y sont des chiffres qui sont très fortement différents. Et si j'avais, pour exacerber ça, on aurait pu même prendre un salaire qui est littéralement en dollars. Donc là, ça aurait fait un axe ici qui va de 0 à 200 000. Donc, la moyenne ici aurait été autour de 150 000, alors que la moyenne ici est autour de 30. Donc, ça cause une très forte disproportion entre les rapports qu'on a sur les données le long de chacun des axes, ainsi que l'étalement. Donc, l'étalement en X, espèce de variance ici, est beaucoup plus faible que l'étalement en Y. Ça, ce que ça fait, c'est que ça a pour effet de donner beaucoup plus d'importance à certaines mesures dans les données que d'autres. Donc, ce qui est généralement fait, et c'est une très, très bonne pratique, c'est de prendre les données, donc ici, leur soustraire la moyenne. Donc ça, c'est un petit code en NumPy. Et ensuite, diviser l'écart type des données ou encore la variance. Donc, ce que ça fait, c'est que ça ramène toutes les données à l'origine. Donc, c'est parfaitement centré à l'origine. Et en gros, la variance dans chacun des axes est à peu près le même. Et là, on voit que, ce qu'on voyait pas dans l'illustration de gauche, on voit effectivement qu'il y a deux populations. Il y a deux groupes de données. Et intuitivement, si ça, par exemple, c'était deux classes et qu'on voulait apprendre, ben,
on pourrait éventuellement trouver un axe comme celui-ci, être relativement robuste. Alors que ici, on cherchait à trouver une formule mathématique qui séparait les deux classes. On y arriverait. C'est juste qu'avec une petite erreur d'une fraction de pourcentage de degré, on pourrait avoir des fortes erreurs de classification et de généralisation. Tandis qu'ici, une petite erreur de même 1 degré aura peu d'effet sur ma capacité à bien généraliser. Sinon, quand on entraîne, en particulier des réseaux de neurones, mais pas uniquement, lorsqu'on entraîne des modèles issus des techniques d'apprentissage, il y a un certain nombre de vérifications diligentes qu'on doit faire, qu'on appelle souvent en bon français des sanity checks. Et le devoir 4 reprend un bon nombre de ces sanity checks. Donc la première chose, c'est de toujours s'assurer qu'une initialisation aléatoire donne une perte qui est maximale. Et donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'une perte maximale? Donc, qu'est-ce qu'une perte qui est maximale? En fait, une vraie perte maximale, si par exemple on prend l'entropie croisée ici, la vraie perte maximale, ça serait l'infini, hein, parce que on a ici le log de la sortie de la classe, la sortie de la vraie de la sortie issue associée à la vraie classe. Donc ça serait moins log de quelque chose. Et le quelque chose, si jamais c'est 0, ben ça va me retourner l'infini. Donc on peut toujours se dire, ben normalement, on pourrait imaginer avoir une loss de l'infini ici si on a on implémente une entropie croisée. Or, ça, c'est une situation qu'on doit absolument et rigoureusement éviter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, avoir une loss infinie? Pourquoi il faut éviter ça? Ben, en fait, ce qu'on veut avoir, c'est un réseau qui se comporte complètement de façon aléatoire. Donc, je vous rappelle que un réseau de neurones qui prend en entrée des données, donc, mettons, pour faire simple, 2 couches cachées, et puis quelques neurones de sortie. Donc, ça c'est comme ça ici. Donc, une première couche avec des neurones. Une autre couche avec des neurones ici. C'est connecté ensemble. Et ça s'en va ici. Voilà. On fait un softmax. Ici, il y a un softmax. Ben, normalement, ici, on a quoi? On a regardez en tête, c'est la probabilité d'observer la classe C1 étant donné X. Si mon réseau est cohérent, ça devrait me donner quelque chose comme ça ici. P de C3 étant donné X. Ben, si j'ai un réseau qui se comporte de façon totalement aléatoire, ben, lorsque je montre une nouvelle donnée à mon réseau, il devrait ni plus ni moins se comporter de façon aléatoire. C'est-à-dire que avoir autant de chances de retourner la classe C1 que C2 que C3. Or, si j'ai quelque chose comme ça ici, comme ce que je disais auparavant, savoir moins log de 0, ce qui donnerait l'infini, ben pour avoir l'infini, il faudrait avoir, pour une classe ici, qui serait la vérité terrain, avoir une sortie qui serait rigoureusement nulle. Donc ça amènerait à un très fort débalancement des données. Ça arrive dans quel contexte? Je vais le donner ici. Imaginez qu'on a des données comme ça ici et des ronds comme ça ici. Donc, on a une situation, mettons, à 2 classes et que j'ai un réseau de neurones qui est initialisé, par exemple, comme ça ici. Encore mieux l'initialiser comme ça ici. Ben, ce réseau de neurones-là va se tromper ni plus ni moins une fois sur 2 pour les X et une fois sur 2 pour les ronds. Donc, à ce moment-là, on devrait avoir en sortie à peu près quelque chose qui est proche de 1,5 en moyenne pour chacun de ces points-là. Là où ça donnerait à peu près l'infini, c'est si, au lieu d'avoir initialisé le réseau comme ça ici avec une valeur au hasard, on avait initialisé le réseau de sorte que ça nous donne une surface de séparation qui est comme ça très loin. Donc, une surface de séparation comme ça qui est très loin, en gros, donne un score qui est très élevé
en fait un score positif qui est très élevé à toutes les données. Et donc, il y a certaines données qui sont bien classées, mais d'autres données qui sont très fortement mal classées, ce qui peut amener éventuellement une distorsion au niveau de la losse. Et je vous rappelle, j'avais mentionné précédemment qu'il faut éviter d'initialiser les poids à zéro. Ben, regardez ce qui arrive quand on initialise complètement les poids à zéro. Mais si on initialise les poids à zéro, ici à la fin, je vous rappelle qu'à la toute fin ici, on a X, la sortie, on a une matrice W en sortie fois la sortie de la couche précédente. Eh bien, si ça c'est égal à zéro, le vecteur de sortie va contenir que des zéros. Et si ça contient que des zéros, je me retrouve à avoir euh, une distorsion au niveau de la prédiction. Idéalement, je devrais avoir des valeurs aléatoires ici, ce que j'ai pas. Alors, donc si j'ai un réseau qui se comporte plutôt de façon aléatoire, ça veut dire que la sortie ici pour à peu près n'importe quelle classe devrait être la même. Donc, ça devrait être 1/10. Donc, la probabilité, si j'ai par exemple 10 classes, ben, ça devrait être une probabilité d'1 sur 10 de sélectionner une donnée. Dans le petit dessin que j'avais fait ici, s'il y avait 3 classes, ça aurait été 1 sur 3, par exemple, 1 tiers. Donc, le log de 1/10 sommé n fois divisé par n, ça me donne donc le log de 10, parce que j'avais un moins ici. Puis le log de 10, c'est 2,3. Donc, normalement, un réseau à 10 classes qui est initialisé complètement au hasard devrait avoir une cross-entropie d'environ 2,3. Si ça me donne l'infini, c'est que j'ai un sérieux problème. Ben dans le cas que voici, donc ça, c'est un petit bout de code vraiment simple, 10 classes. Donc, on a ici, c'est un petit bout de code en Python où on rentre en entier des images qui font 32 par 32 par 3. Ça, c'est typiquement des images de CIFAR10, la base de données. 50, c'est le nombre le nombre de neurones dans la couche cachée. Et puis 10 ici, c'est le nombre de classes en sortie. Et puis on constate que la loss obtenue, c'est 2,3, ce qui est logique. Et donc, il illustre le fait que j'ai bien initialisé mon réseau. Et ici, on a mis 0 pour dire qu'il n'y avait aucune régularisation. Donc, il y a une deuxième sanity check qu'on doit vérifier. C'est de constater que quand on augmente la régularisation, ben on augmente la loss aussi. Hein. Je vous rappelle que la loss, c'est ED, ok, un certain W. Donc ça pourrait apparaître plus un lambda fois R, oups, bon, fois un terme de régularisation de W. Ok. Et le terme de régularisation, c'est souvent une distance L1 ou une distance L2. Donc ça ici, c'est toujours positif, supérieur à 0. Et ça ici, c'est toujours positif parce que c'est la norme de W ou la somme du contenu de W en valeur absolue pour une L1. Donc ça, c'est toujours positif, ça, c'est toujours positif. Donc si je prends une loss qui, elle, est positive, plus deux termes qui sont positifs, ben normalement, je devrais voir une augmentation de ma loss. Si ça décroît, évidemment, j'ai un bug. S'il n'y a rien qui se passe, j'ai un bug là aussi. Donc, en principe, je devrais avoir la loss qui augmente, ce qui est le cas ici. On est passé de 2,3 à 1,06, ce qui est une bonne nouvelle. Ça ne veut pas forcément dire que le réseau s'entraîne bien, ça veut juste dire que ce qu'on a fait jusqu'à présent semble bien vouloir fonctionner. Une autre chose qu'on doit toujours s'assurer, c'est d'être capable de surapprendre ou de overfitter sur un petit nombre de données. Donc, on sait que si on prend un réseau de neurones, par exemple, ou une méthode à noyau encore, qui est relativement performante, avec un bon nombre de paramètres, donc qui a une bonne capacité, ben normalement, on devrait être capable d'overfitter sur très, très peu de données, du type 5 ou 6 données d'entraînement. Si on n'est pas capable d'overfitter, ben là, c'est la preuve que notre réseau ou enfin notre méthode n'arrive pas à bien apprendre ou encore qu'il y a une erreur dans l'apprentissage. Et ce qu'on voit ici, c'est que on itère à travers les données. Donc à chaque époque, donc à chaque itération, on voit
le coût ici qui évolue, donc le coût, la loss si vous préférez, qui va décroître, pour éventuellement, après un certain nombre d'époques, converger vers zéro. Donc zéro veut dire, en gros, qu'on a, là c'est marqué ici, une loss de zéro signifie qu'on a une accuracy ou une justesse en français de 100%. Donc sur les données d'entraînement. Donc ça veut dire qu'on a visiblement été capable d'overfitter. Encore là, c'est signe que il semblerait que notre réseau a réussi à reproduire les données d'entraînement. Ça ne veut pas dire qu'il va bien généraliser, mais au moins il y a quelque chose qui s'entraîne. Autre chose, il faut toujours visualiser les courbes d'apprentissage et de validation. Ici, on a une courbe une courbe de la loss et une courbe de l'accuracy, ou la justesse en français. Donc, on voit que la loss d'entraînement décroît et la loss de validation, elle aussi décroît, mais est un peu plus élevée, ce qui est normal. Donc, évidemment, si la loss de validation commençait à augmenter comme ça ici, on verrait que à partir de ce point-ci, il y a du surapprentissage qui se passe. Bon, là, dans l'exemple qui est donné ici, il n'y a pas de surapprentissage, tout va bien. Puis même chose pour la justesse ou l'accuracy. Donc, on voit que l'accuracy sur les données d'entraînement est un peu plus élevée que sur les données de validation, mais pas trop. Donc, ce qui montre que le réseau semble avoir bien appris et devrait avoir une bonne chance de généraliser comme il faut sur les données de test. Souvent, il y a différentes formes de courbes d'entraînement et de validation qu'on peut voir. Donc, par exemple, une courbe qui aurait cette forme-là ici, courbe d'entraînement, probablement, donc ça c'est signe que le réseau a complètement divergé. Donc, probablement que le taux d'apprentissage est trop élevé, ou encore que vous avez implémenté, des fois on voit ça, là, vous avez implémenté une fonction qui est comme ça ici, gradient de E, au lieu, donc vous avez mis un plus ici, au lieu de mettre un moins. Donc ça, c'est la bonne configuration. Quelqu'un qui mettrait un plus comme ça ici, il verrait la loss augmenter au lieu de décroître. Si on a une configuration comme ça ici, donc c'est une configuration qui descend, mais très lentement. Donc par exemple, ça pourrait être une illustration que le taux d'apprentissage est trop faible. Un cas de figure comme celui-ci où il y a un apprentissage qui est très rapide pour ensuite plafonner. Ça, probablement que le taux d'apprentissage est un peu trop élevé. Et là, on est dans une... Donc, qu'est-ce qui arrive ici? Alors, on pourrait illustrer ça ici en 1D où ça, par exemple, c'est ma fonction E et ça, c'est W. Ben, on apprend, donc on arrive très proche du minimum et là, le réseau, oscille ici. Et donc, c'est la partie ici qui stabilise. Dans l'autre cas, ici en bleu, on peut dire qu'on aurait eu quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on aurait pris un taux d'apprentissage qui est trop faible et donc les pas qu'on fait sont tout petits. On sent bien qu'on va converger, c'est juste que ça prend un temps fou avant d'arriver à la solution optimale. Et il y a probablement un taux d'apprentissage qui est optimal, qui est le suivant. Une chose que j'ai pas mentionné, mais que j'ai pas mentionné dans les transparents, c'est que lorsqu'on a une configuration où le réseau semble avoir convergé ici, souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre learning rate eta. Ici, on va arrêter l'entraînement ici. Et là, on va faire quoi? On va prendre eta égale à eta divisé par 2. On va réduire le taux d'apprentissage. Donc, c'est comme si on disait, ben, j'arrive ici, je fais des sauts assez considérables. Et là, je suis pris ici. Et là, quand on constate qu'il n'y a rien qui s'améliore, on réduit le taux d'apprentissage. Et en le réduisant, on va faire des taux plus petits. Et là, on va